Bien, donc je suis Aurélie Desfruges-Doria, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Paragraphe. Je vais vous présenter mon travail qui s'intitule De la modélisation des arguments à la formation de l'esprit critique. Alors, dans un premier temps, pour se positionner, on va dire que plutôt que de compter sur le législateur pour obliger les GAMA à mettre en œuvre des systèmes de modération sur leur plateforme, on se situe plutôt dans une optique d'éduquer les publics, dans une optique qui rappelle l'éducation aux médias et à l'information qui a été évoquée plus tôt. L'hypothèse globale de ce travail, c'est que la modélisation, qui est une pratique imbriquée dans la production des cartographies de controverses, peut constituer un outil de distanciation dans l'acquisition d'un geste interprétatif critique. Et ça consiste donc à ralentir la formation d'un jugement en remettant le système 2 en route par rapport au système 1 intuitif qui a été aussi évoqué avant, avec les travaux de Daniel Kahneman. Actuellement, je suis au début de l'étude du transfert de cette méthode d'analyse des arguments à la réception critique des fake news. Alors, dans ce cadre-là, j'ai développé une définition de l'esprit critique, puisque ce que je trouvais dans la littérature ne me convenait pas tout à fait. Et cette définition de l'esprit critique met l'accent sur l'importance des capacités interprétatives. Et ces compétences interprétatives, on peut les voir comme le fait de reconnaître que l'usage des arguments est lié à des cadres sociaux, des régimes d'action qui s'inscrivent dans des formes de rationalité et qui déterminent les pertinences et légitimité accordées aux arguments, aux affirmations, aux propositions. Et tout cela rejoint donc des aspects éthiques de l'enseignement de l'esprit critique, c'est-à-dire que plutôt que d'enseigner une méthode conventionnelle de raisonnement valide, on va enseigner à la confrontation, à la multiplicité des points de vue, ce qui consiste aussi à étudier, à développer les capacités à comprendre, analyser des formes divergentes de rationalité qui peuvent impliquer des systèmes de croyances, des émotions, des mondes sociaux. Tout cela nous amène vers une analyse de la rhétorique des écritures numériques parce que si l'on admet que l'information est constamment scénarisée, eh bien, les compétences d'évaluation de l'information sont donc aussi des compétences d'analyse des cadrages énonciatifs en contexte numérique. Cela revient à affirmer que l'interprétation des publications numériques relève de toutes les strates suivantes à la fois, c'est-à-dire l'écran, la surface de l'interface, les interactions avec les interfaces et les modèles des interactions induits par les interfaces, les usages et l'économie des dispositifs numériques, c'est-à-dire les usages attendus et braconniers, les effets induits de l'économie des plateformes sur les contenus, les modèles de connaissances embarqués dans les outils, la nature, la structure, les formats des informations. Et enfin, sur le plan du contenu, considérer les publications comme des discours avec des points de vue qui sont modalisés dans les discours, qui renvoient à des univers de référence et à des récits, j'y reviens un peu plus loin. Donc, évaluer l'information dans l'espace numérique, ça revient à se poser les questions classiques qu'on enseigne en documentation autour de l'évaluation des sources, la fraîcheur des sources, l'autorité de l'auteur. Et ça revient également à se poser un certain nombre de questions sur qui est l'émetteur de l'information, à qui s'adresse-t-il, quel est son objectif, quelle est son intention, quels sont les éléments modalisés du discours, etc. Tout cela nous renvoie à des compétences interprétatives qui sont inspirées des disciplines des humanités classiques. Je fais un petit point sur la désinformation, quelques notions, et je vais aller très très vite et je vous prie de m'excuser par avance pour la rapidité avec laquelle je parle. J'ai évidemment trop de slides comme tout le monde. Alors, donc la désinformation, c'est une action qui consiste à faire valider par un récepteur que l'on veut intentionnellement tromper une certaine description du réel favorable à l'émetteur en faisant passer les informations pour sûr et vérifier, et ça consiste à une activité de construction de signes de vérité. Les fake news, on a maintenant des définitions dans la littérature, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les fake news, ça consiste en une mise en circulation volontaire dans l'espace public par des acteurs sociaux identifiés, d'énoncés performatifs, délibérément faux et mensongers. Et on peut retenir aussi de ces définitions qu'ils mobilisent, les fake news mobilisent des affects, des stéréotypes symboliques, des préjugés collectifs ou des conditions propres à leur univers d'énonciation, et on va y revenir sur ces univers d'énonciation. Définir le complotisme, on peut aussi le faire maintenant grâce aux travaux de Giry qui, nous disent que les théories du complot véhiculent une vision du monde et un certain rapport, déterministe et essentialiste avec, le monde qui dit qu'un individu ou des groupes d'individus omnipotents naviguent, aux marges de la société et contrôlent secrètement tout ou partie de l'ordre politique et social. Une autre manière de voir le complotisme, c'est de s'intéresser à la fabrique d'une grille de lecture globale qui permet de réinterpréter un réseau de faits selon d'autres points de vue que ceux diffusés par exemple sur les médias mainstream. Et ça va fonctionner comme l'adhésion à une vision du monde ou à un point de vue qu'on peut décrire, tout comme on le fait dans les travaux sur les controverses.
Le complotisme repose aussi sur un certain nombre de mécanismes, et donc on peut avoir, plusieurs manières de faire le complotisme, enfin de fabriquer des théories du complot et ça repose sur un certain nombre de combinaisons de ces paramètres, donc une compréhension grossière de la situation, l'exploitation de coïncidences, la surestimation du pouvoir des acteurs et cetera. Je vais très vite, hein, je vous prie de m'excuser. Et alors, dans cette, constellation de notions que j'essaye d'aborder, de définir, je me suis aussi intéressée au storytelling. Donc le storytelling, c'est une technique de narration auquel ont recours les marques, les entreprises, les politiques à des fins de communication publique, mais c'est un concept controversé. Il y a notamment le livre de Christian Salmon qui a fait débat, parce que Salmon considère le storytelling comme une technique de manipulation qui viserait à infiltrer et manipuler les consciences et sur lequel le totalitarisme pourrait s'appuyer. Hem, Expliquer simplement le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires et ce storytelling se nourrit de l'art du récit, s'appuie sur l'émotion, sollicite l'intelligence sensible. Donc on est très proche en fait de ce qu'on dit, classiquement autour des fake news. Le récit, on a Benjamin Berru autour du récit. Benjamin Berru nous dit: «Mais en fait le storytelling c'est pas forcément mal». Il critique, le bouquin de Salmon et il nous dit que le storytelling, c'est comme le récit qui est présent dans tous les lieux, dans tous les temps, dans toutes les sociétés. Le récit commence avec l'histoire même de l'humanité. Il nous dit ça en citant Roland Barthes et ensuite il nous dit que en fait, une approche du storytelling, une manière de comprendre le storytelling consiste aussi à comprendre du coup comment on fait pour construire et pérenniser des croyances et des imaginaires qui sont nécessaires à l'action publique et que c'est un moyen de comprendre, comment des vérités communes définissent la norme qui fait l'entité, l'unité, finalement la gouvernabilité d'un groupe. Donc, au vu de tout ce qu'on a dit avant, on pourrait en quelque sorte se dire que les fake news pourraient être vues comme une forme de storytelling et quand je me suis dit ça, je me suis intéressée à la notion de récit. Alors tout ça est encore très préliminaire en quelque sorte, hein, j'ai encore, à creuser ces travaux. Mais à propos de la notion de récit, du coup, on a Bettens en 2017 qui nous dit que dans le champ de la narratologie, il n'y a pas vraiment de définition universellement admise de ce qu'est le récit. Pour autant, il nous dit: «Le récit, c'est un dispositif qui se présente toujours sous 2 formes, une forme abstraite indifférente à la matérialité qui assure la réalisation concrète du récit et une approche singulière, peut s'examiner où le récit peut être examiné comme une structure matérielle médiatiquement façonnée». Dans ce dernier cadre, la narratologie accepte que les manières de raconter ne sont pas séparables des propriétés formelles de son médium et le narratologue, se trouve confronté donc à un objet complexe, un agglomérat d'éléments à la fois narratifs et non narratifs. Et là, ça nous rappelle les compétences d'analyse des cadrages énonciatifs en contexte numérique. On a ensuite Genette qui nous parle des différences entre récits fictionnels et factuels en 91 et il essaye de positionner ces différents, types de récits avec des concepts d'ordre, de vitesse, de fréquence, de mode et de voix et ce sont les 2 derniers concepts qui permettent vraiment de positionner un récit factuel par rapport à un récit fictionnel chez Genette. Le mode, c'est le type de focalisation interne, externe, omnisciente, qui est révélateur du caractère factuel ou fictionnel d'un récit et selon Genette, il y a une obligation de véridicité du récit factuel, c'est-à-dire qu'il faut rapporter ce que l'on sait, mais tout ce que l'on sait de pertinent et dire comment on le sait. Et puis le dernier concept, c'est la voix, c'est le rapport entre l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage. Si l'auteur est le même a la même identité que le narrateur, le récit est dit factuel et si, l'auteur a une identité différente de celle du narrateur, alors le récit est dit fictionnel. L'identité qu'on désigne ici, c'est l'adhésion sérieuse de l'auteur à un récit dont il assume la véracité et tout ça nous ramène encore à la question de la preuve. Là, on a parlé tout à l'heure de construction de signes de vérité. Donc là, on peut s'intéresser à la question de la preuve et aux evidentiality studies qui étudient comment, quelle confiance on accorde dans les énoncés. C'est un courant de linguistique qui s'intéresse donc à ça et qui nous dit que si je dis: «Monsieur machin est à l'université», je sais que monsieur Michel est à l'université, il me semble que monsieur Michel est à l'université, je suppose, il semblerait que, bah, j'embarque pas les mêmes confiances dans l'énoncé, selon la manière dont je le formule. Ça dépend des langues aussi, c'est dépendant de la langue dans laquelle on s'exprime. Et ensuite, il s'agit de travailler à transférer ces positionnements de récits fictionnels ou factuels à des énoncés en contexte numérique et des énoncés multimédia, ce qui n'est pas encore, le cas pour ma part en tout cas. Je passe maintenant sur la deuxième partie de ma présentation, où je vais vous parler de cette méthodologie d'analyse de controverses et d'argumentation.
Que je développe depuis 2014, et donc cette méthodologie a été élaborée progressivement, itérativement. Il s'agit de formaliser l'analyse, des arguments notamment, à travers une pluralité de grilles. On va qualifier les acteurs, leurs univers de référence, on va repérer, qualifier les registres d'arguments, on va identifier des régimes discursifs, c'est-à-dire que la modalisation des discours va renvoyer à des univers de référence, donc à des mondes sociaux. Et on va pouvoir comme ça décrire des opinions, des arguments, leurs mondes sociaux d'origine, de déploiement, de circulation. On va pouvoir décrire et quantifier, les formes de rapprochement, les divergences, sur les arguments dans un débat. Les mondes sociaux, ce sont des univers de réponse réciproques et régularisés, et donc, pour aller vite, on peut dire que les mondes sociaux cadrent les conduites, c'est-à-dire que les mondes sociaux sont des endroits où les zones des zones de mœurs et d'usage, et de coutumes partagées et stabilisées. Un monde social, c'est un concept, utile parce que, les frontières sont floues, parce qu'il y a une idée d'enchâssement des mondes et que donc on peut, avec ce concept, étudier des univers sociaux à des degrés de granularité qui varient en fonction de la focale qu'on porte sur les phénomènes. Simplement, ce sont des endroits où les mœurs, les pratiques et cetera sont stabilisées. Ensuite, j'utilise la sociologie des régimes d'engagement, et donc les régimes d'engagement éclairent le type de propriété attribuée aux agents de l'environnement et aux acteurs. De cette manière, dans ces travaux-là de Boltanski et Thévenot, le bouquin en question s'appelle «De la justification, les économies de la grandeur». Ils nous disent que, ils ont essayé de décrire, 7 mondes sociaux différents qu'ils ont appelés des cités. Et ils nous disent que, une cité, c'est pas juste un ensemble aléatoire de personnes, c'est un endroit, une zone de social, en fait, où on définit un bien commun en commun, en fait. Donc, les gens se tombent d'accord pour à travers un principe d'équivalence, pour, attribuer, des formes de grandeur, des éléments du monde social. Et donc de cette manière, ils tombent d'accord pour dire que quelque chose est souhaitable, grand, bien, beau, juste, et cetera. Et donc ça nous permet d'approcher cette, modélisation des points de vue de cette manière, c'est-à-dire qu'un objet posé au milieu entre 3 acteurs de cultures épistémiquement différentes, permet ce travail-là permet de dire qu'on peut attribuer une infinité de propriétés épistémiquement définies à un même objet, et c'est-à-dire qu'un pharmacien va s'intéresser aux effets thérapeutiques, aux principes actifs de l'objet que j'ai mis là. Un jardinier va s'intéresser à la culture, de ce même objet, et un cuisinier va s'intéresser à comment révéler la saveur du même objet. Donc on peut travailler à essayer de se mettre d'accord sur des propriétés objectives. Là, ça pourrait être que cette branche de thym, elle pèse un certain poids, elle a une dimension qu'on peut mesurer. Et puis on peut travailler à discuter des propriétés subjectives, des objets, et travailler sur quelles propriétés subjectives on arrive à définir qu'on est d'accord que cet objet peut, dépendre de ses propriétés. J'ai également travaillé sur un modèle conceptuel de la formation d'une opinion qui revient aussi, en lien avec les groupes sociaux, et donc un individu va appartenir par définition à plusieurs groupes sociaux. L'opinion est formée en interaction avec des groupes sociaux, et quand un individu, énonce une opinion, il opérerait une actualisation ou une réaffirmation de l'appartenance à l'un des mondes sociaux de référence dans lequel la genèse de l'opinion a pris ses racines. Et dans ce sens, l'énoncé d'un argument est une performation de l'appartenance à l'un des mondes sociaux de l'individu, et c'est pas un énoncé autonome. Dans ce travail, j'essaie de regarder, voilà, comment un acteur, ici peut, comment on peut retracer la genèse d'une opinion. Est-ce que c'est parce qu'il a fréquenté ce monde social, figuré ici, numéro 3, ou le monde social numéro 1, sachant que ces mondes sociaux sont poreux et qu'ils n'ont pas de frontières clairement définies. Hem Ici, le langage comme vecteur de la performation de l'appartenance à un groupe social, on a besoin donc d'examiner davantage dans ce rapport-là, le rapport du langage à l'action, et également le rapport de l'argument au récit. On a besoin d'approfondir toutes ces dimensions-là. J'ai élaboré aussi donc des modélisations de l'argumentation, et dans ce cadre-là, de prime abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut argumenter la même opinion de manière différente en fonction de l'auditoire, mais on peut souscrire aussi à un même argument pour des raisons différentes. Un argument, pour faire une petite synthèse, apparaît dans une situation de communication, il a un auteur énonciateur et qu'on peut décrire cet auteur énonciateur avec des propriétés que j'élabore d'après une sociologie, pragmatique des controverses, issue des travaux de Château-Renaud. Cet énonciateur s'exprime ou est relayé dans un média qui lui-même a une ligne éditoriale, ou alors, si c'est une plateforme, elle a des propriétés qu'on peut décrire aussi. L'article est lui-même écrit par un journaliste qu'on pourrait décrire aussi avec un certain nombre de paramètres. L'argument relève d'un point de vue.
Et ce point de vue est porté par la modalisation du discours qui traduit des univers de discours qui se rapportent à des mondes sociaux. Une autre partie du modèle des arguments, ce sont les registres d'arguments qui sont donc pas exhaustifs, mais qui permettent de donner une forme de thématique aux arguments abordés. Et puis ici, j'ai essayé de travailler aussi sur les formes de déformation d'après des travaux, notamment de Baillargeon, autour de procédés argumentatifs qui sont plutôt des stratégies argumentatives selon moi. Et donc j'ai un certain nombre comme ça de cadres que j'applique et puis je suis arrivée à une quatrième modélisation en quelque sorte qui est basée sur 4 familles d'arguments avec la convocation d'une autorité qui peut être basée sur le témoignage, l'expérience, la compétence, le statut. La convocation d'une communauté qui va consister en fait à faire appel à des lieux communs ou à des valeurs communes ou à des univers sociaux en particulier. La convocation d'un cadrage qui consiste à redéfinir, alors tout ça est beaucoup plus détaillé normalement, la convocation d'un cadrage qui consiste à redéfinir ce dont on parle avant d'aller utiliser d'autres formes d'argumentation. Et puis la convocation d'un complément de transfert, c'est quand on va transférer les propriétés d'un objet à un autre objet, que c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait une analogie. On transfère, si on dit il est rouge comme une tomate, on transfère le côté rouge de la tomate à la personne dont on parle. Je passe maintenant un extrait d'une vidéo où j'ai essayé de mettre à l'épreuve ce modèle à 4 familles des arguments. Je le passe rapidement. Si c'est trop court au niveau du temps, vous me dites. C'est un débat qui a eu lieu sur le nucléaire est-il écologique entre le maire de Grenoble et Arnaud de Montebourg, ancien ministre de l'économie. Je précise que l'analyse est portée donc dans les sous-titres. Ah, ça y est, on a les sous-titres. Mais aussi, ouais, on n'a pas de son. Aurélie, on n'a pas de son, donc peut-être je suggère que tu commentes l'exemple. Pardon, alors, ouais, on j'ai pas entend, compris, voilà, vous on voit les entendez pas? sous-titres, mais on n'a pas de son. Ah d'accord, bon bah c'est dommage. Bon bah je passe à ma conclusion du coup. Oui, c'est parce que j'ai mis un casque en fait. Bon, bah pardon. Du coup, conclusion sous forme de perspective. J'ai besoin d'approfondir le rapport des arguments au récit, le transfert de ma méthode d'analyse des arguments à la réception critique des fake news. Toujours est-il que ce sous-titrage de cette vidéo que je tiens à votre disposition sous forme de petit extrait et puis de vidéos plus longues si vous voulez, il a été possible de repérer que la modélisation selon les 4 familles est porteuse en termes d'analyse de manière régulière et que les différentes versions des modélisations élaborées successivement sont complémentaires dans l'analyse d'un débat. Les familles d'arguments basées sur le modèle à 4 familles présentent des enchâssements, c'est-à-dire qu'un argument de la famille du cadrage peut s'appuyer sur l'appel à une autorité. Ces enchâssements doivent encore être étudiés pour repérer les formes qu'elles peuvent prendre et leur variabilité afin de les formaliser. Et donc, dans ce cadre-là, je travaille avec des gens à Bordeaux qui veulent faire tourner une intelligence artificielle là-dessus. Et puis, on peut caractériser la nature, les qualités de l'argumentation des acteurs sur la base de la mobilisation du modèle. Je passe juste mes dernières... voilà, merci beaucoup.